À l'entrée de la boutique la plus prestigieuse de la ville, le tintement discret d'une cloche en laiton annonça l'arrivée d'un nouveau visiteur. Les vendeuses se retournèrent d'un même mouvement. Et, sur le seuil, un homme simple portant des bottes encore marquées par la terre et un vieux chapeau de paille entre ses mains observait les lustres en cristal et les tapis de velours rouge comme s'il pénétrait dans un autre monde. « Je peux vous aider ?» demanda le gérant, esquissant un sourire qui ressemblait davantage à une grimace de mépris. « Je voulais voir cette montre en vitrine », répondit l'homme, pointant l'objet avec une humilité désarmante. Les employés échangèrent des regards complices, étouffant de petits rires moqueurs. Le gérant inclina légèrement le buste, le toisant de haut en bas avec une arrogance glaciale, et lança d'un ton railleur « Ici, ce n'est pas un endroit pour les gens de votre condition, mon brave. » Un silence lourd s'abattit sur la salle, tel un rideau de plomb. Deux clients à proximité cessèrent immédiatement leur conversation, captivés par la cruauté de la scène. Le fermier, car c'est ce qu'il était, même si personne ici ne pouvait soupçonner l'étendue de sa réalité, prit simplement une profonde inspiration. Il serra son chapeau entre ses doigts calleux sans prononcer un mot. Le gérant lui tourna le dos, fier de son insulte gratuite. Pourtant, il y avait quelque chose de singulier dans ce regard silencieux. Une lueur contenue, une douleur ancienne mêlée à un calme impérial. Il ne haussa pas le ton, ne chercha pas le conflit. Il se contenta de marcher lentement le long du couloir, observant chaque détail du lieu comme s'il gravait tout dans sa mémoire, les regards en biais, les rires étouffés et le mépris palpable. Personne ne savait que cet homme, avec ses bottes usées et sa chemise patinée par le soleil, régnait sur des hectares de vignobles grands crus, employait des centaines de familles et possédait une fortune qui dépassait celle de tous les présents réunis. Au fond du magasin, une jeune vendeuse le suivit du regard. Elle semblait être la seule à percevoir le malaise que les autres ignoraient ou alimentaient. Le fermier s'approcha de nouveau du comptoir central. « Êtes-vous certain que cet endroit n'est pas fait pour moi ?» demanda-t-il d'une voix sereine, presque paternelle. Le gérant éclata de rire. « Absolument certain. » L'homme hocha la tête et sortit en silence. Le bruit de la porte se refermant résonna dans l'air comme une promesse solennelle. Dehors, le soleil de l'après-midi se reflétait sur les vitrines étincelantes de la boutique. Il fixa son propre reflet dans la vitre, respira l'air de la ville et murmura pour lui-même « Ils se souviendront de ce moment ». Rien dans ce comportement posé n'indiquait une vengeance, seulement une dignité inébranlable. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère, une tension subtile et invisible, semblable au calme qui précède un orage d'été sur les vignes. Quelque chose de grand était sur le point d'arriver, et personne ne pouvait imaginer qui, en réalité, se cachait derrière ce chapeau de paille. Si les histoires qui touchent à l'âme vous inspirent, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Je promets de continuer à vous apporter des émotions réelles qui transforment, surprennent et inspirent profondément. Son nom était Henri Dubois, un homme de 60 ans, maître d'une sérénité qui portait sur ses épaules des décennies de labeur. Né et élevé au cœur du terroir, il avait appris très tôt que la valeur des hommes ne se mesurait pas à l'argent, mais à l'honneur avec lequel il soutenait l'effort quotidien. Il avait grandi en travaillant la terre des autres, jusqu'au jour où il acheta sa première parcelle de vigne avec ses propres mains rugueuses, un petit lopin gagné à la sueur du front et non par la chance. Et c'est là que commença une vie entière de conquêtes silencieuses, sans jamais se laisser corrompre par la vanité. Ses voisins le décrivaient comme un homme de peu de mots, mais au cœur immense. Il aidait quiconque en avait besoin, sans jamais rien attendre en retour. Pour lui, donner était aussi naturel que de respirer l'air frais du matin. Il aimait voir le soleil se lever sur les coteaux, accompagné du chant du coq et de l'odeur inimitable de la terre humide de rosée. C'était là, entre le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles, qu'il sentait Dieu au plus près. Veuf depuis 10 ans, Henri portait encore dans sa poitrine le souvenir vivant d'Élise, son épouse bien-aimée. Elle était la seule personne qui l'appelait « mon milliardaire préféré », même lorsque le compte en banque suffisait à peine pour les dépenses.
La vraie richesse est ce qui reste dans le cœur, pas dans les poches, disait-elle avec douceur. Ce fut avec cette voix à l'esprit qu'Henri bâtit chaque décision de sa vie, et c'était peut-être pour cela que son regard ne perdait jamais sa bienveillance, même face aux offenses les plus lourdes. Le temps passa, et ce petit domaine devint un grand château viticole. Puis, d'autres terres s'ajoutèrent. Henri investit avec sagesse, modernisa les équipements, acheta des cépages rares, et devint l'un des producteurs les plus respectés de la région. Mais, contrairement aux nouveaux riches qui aimaient l'ostentation, il n'échangea jamais son chapeau de paille contre un costume de créateur. Il préférait conduire sa vieille camionnette plutôt que d'avoir un chauffeur, et continuait de déjeuner avec ses ouvriers, assis sur le même banc de bois brut. La simplicité était ce qui lui procurait la paix. Pourtant, il savait bien qu'il vivait dans un monde où les apparences pesaient plus lourd que la vérité. Il avait vu des hommes humbles être traités comme des invisibles, et d'autres, arrogants et vides, recevoir des révérences uniquement pour le luxe qu'ils affichaient. Cette injustice sociale l'avait toujours dérangé. Mais ce jour-là, dans ce magasin, l'événement le marqua différemment. Peut-être parce que cette humiliation lui avait rappelé un épisode ancien. Lorsqu'il était enfant, il avait accompagné sa mère dans une boulangerie du centre-ville. Elle avait les mains tachées de terre, car elle travaillait au champ. Lorsqu'elle tenta d'acheter du pain, le boulanger refusa de la servir, disant « Ici, ce n'est pas un endroit pour les gens sales ». Il n'oublia jamais le visage de sa mère, rouge de honte et retenant ses larmes. À ce moment précis, Henri se promit qu'un jour, personne ne lui ferait subir ce qu'ils avaient fait à elle. C'est pourquoi, lorsqu'il entendit le gérant rire et dire qu'ici, ce n'était pas un endroit pour les pauvres comme lui, quelque chose s'alluma en lui. Non pas sous la forme d'une colère, mais d'un dessein ancien. Le même dessein qui l'avait guidé à chaque vendange, chaque investissement, chaque victoire silencieuse. Ce n'était pas l'orgueil qui lui donnait envie de retourner dans ce magasin. C'était la justice. Pas celle des tribunaux, mais la justice qui s'accomplit lorsque la vérité éclate et que le monde est contraint de regarder à deux fois avant de juger. Alors qu'il conduisait vers le domaine, Henri se remémorait le visage souriant de sa femme. Élise disait toujours « La vie te mettra à l'épreuve de nouveau, mon amour, et ta réponse montrera qui tu es vraiment. » Il sourit à cette pensée. Oui, l'épreuve était revenue. Et à cet instant, entre le ronronnement du moteur et le parfum des routes de campagne, il comprit quelque chose en lui était sur le point de changer radicalement. Le désir qui animait Henri n'était ni la cupidité, ni la vanité. C'était un sentiment né de l'affection et de la nostalgie, quelque chose de profondément humain. Depuis des mois, il cherchait un cadeau spécial pour son petit-fils, Hugo, un garçon de 10 ans aux yeux curieux et à l'esprit vif. Le gamin demandait toujours à visiter la ville, fasciné par tout ce qui existait au-delà des grilles du château. Henri avait promis que pour ses 10 ans, il recevrait quelque chose d'inoubliable, et le vieil homme tenait toujours ses promesses. Ce matin-là, en roulant sur la départementale qui reliait la campagne au centre urbain, Henri pensait au poids émotionnel de ce cadeau. Il ne s'agissait pas seulement de l'objet en soi, il s'agissait d'amour, de mémoire, de perpétuer quelque chose que le temps semblait vouloir effacer. Hugo rappelait beaucoup sa grand-mère Élise, sa façon de rire, son regard serein, sa générosité innée. Et Henri voulait offrir quelque chose qui symboliserait cela, un lien indissoluble entre le passé et l'avenir de la famille. Élise aimait les montres. Le premier cadeau qu'il lui avait offert, bien des années auparavant, était un modèle classique, au bracelet doré, simple mais élégant. Lorsqu'elle s'en alla, la montre resta dans un tiroir, figée dans le temps. Aujourd'hui, Henri voulait en acheter une similaire pour son petit-fils, comme souvenir symbolique de cette histoire d'amour et de dévouement. Un homme doit connaître la valeur du temps, avait coutume de dire Élise. Ainsi, en apercevant la luxueuse boutique du centre-ville, il décida d'entrer. Ce n'était pas la première fois qu'il s'aventurait dans de tels environnements, mais il ne cessait jamais d'éprouver un certain malaise. Il était habillé comme toujours, bottes, pantalon de velours, côtelés usés, chemise en lin, chapeau vécu. Il ne voyait aucune raison de masquer qui il était.
Après tout, l'argent pouvait acheter des vêtements, mais pas la dignité. En se garant, il se souvenait de l'étincelle dans les yeux de son petit-fils quand il parlait du cadeau. « Papy, une montre comme celle de la photo, dorée, belle, qui ne retarde jamais. » Hugo disait cela en riant, et Henri avait promis. En lui, il y avait quelque chose de presque sacré dans cette mission. Exaucer le vœu du petit-fils, honorer la mémoire d'Élise et, d'une certaine manière, se réconcilier avec le temps qui l'emmenait chaque jour plus loin d'elle. Le magasin semblait être l'endroit idéal. Façade étincelante, vitrine impeccable, garde en costume sombre. Tout respirait le luxe. Il imagina le sourire d'Hugo et entra. Le reste est la scène que l'on connaît déjà. Le mépris, les rires, le « ici ce n'est pas pour les pauvres comme vous ». Mais, bien que ces mots le blessassent, ils n'éteignirent pas son objectif. En retournant à sa camionnette, il sentait son cœur lourd, mais pas vaincu. Le désir était devenu encore plus grand. Non seulement acheter la montre, mais prouver que l'apparence ne définit pas la valeur d'une personne. Il voulait qu'Hugo grandisse en comprenant ceci. Le respect est le bijou le plus précieux que quelqu'un puisse posséder. À cet instant, le cadeau cessa d'être un simple objet. Il devint un symbole de résistance, de foi en soi et une leçon pour l'avenir. Henri voulait que son petit-fils sache que même lorsque le monde nous rabaisse, la dignité est le dernier bien que l'on ne perd jamais. Et il était déterminé à le prouver, d'une manière que personne dans ce magasin n'oublierait jamais. Alors que le soleil se couchait, la route du retour vers le domaine semblait plus silencieuse que d'habitude. Les champs dorés reflétaient la dernière lumière du jour, et Henri serra le volant avec force. Il pensait, ce n'est pas l'argent qui me donnera raison, c'est la vérité. Une décision se formait dans son cœur, ferme, tranquille, inébranlable. Le lendemain, Henri se réveilla avant l'aube. Le chant des coqs et l'arôme du café frais semblaient identiques à tous les autres jours. Mais il y avait quelque chose de différent en lui, une inquiétude qui ne le laissait pas reposer. L'épisode dans le magasin avait réveillé des souvenirs et des blessures profondes. Il avait beau essayer de l'ignorer, l'humiliation l'accompagnait comme une ombre tenace. En marchant vers les chais, il observa ses employés commencer le travail, des hommes simples, mais pleins de fierté. Ils étaient le reflet de la vie qu'il avait choisi d'honorer. Henri pensait au nombre de fois où les préjugés avaient tenté de les diminuer, et maintenant lui-même avait ressenti dans sa chair le même mépris. Cela faisait mal, non seulement pour lui, mais pour tous les invisibles que le monde ignorait. La scène du gérant riant réapparaissait dans son esprit comme un film. Ici, ce n'est pas pour les pauvres comme vous. Chaque mot résonnait, blessant un homme qui avait déjà traversé des tempêtes, des pertes et des batailles. La différence est que, cette fois, le coup n'était pas physique, mais moral. Et cette blessure invisible brûlait plus que n'importe quelle entaille sur le corps. L'obstacle devant Henri ne résidait pas seulement dans l'exploit de retourner dans ce magasin, il était interne. Il luttait contre l'orgueil blessé, contre le désir de réagir avec colère. Élise disait toujours « Henri, quand la vie t'humilie, relève-toi avec calme, car la colère te fait perdre ta lumière, mais la dignité te fait briller plus fort. » Il respirait à fond et répétait mentalement ses paroles, essayant de trouver l'équilibre entre justice et sérénité. Et il y avait encore un autre obstacle, peut-être le plus difficile, le regard des autres. La ville était petite et l'épisode avait commencé à se répandre. Certains trouvaient cela amusant, d'autres chuchotaient avec pitié. Un homme de la campagne essayant d'acheter quelque chose qui n'était pas pour lui. C'était ce qu'il disait. Henri entendit les rumeurs au marché, perçut les regards. Mais, au lieu de l'abattre, cela le renforça. S'il avait appris quelque chose des récoltes, c'était que le blé ne vaut que lorsqu'il affronte le vent. Au-delà de l'aspect émotionnel, il y avait le défi pratique. Il devait prouver qui il était vraiment, mais de manière à ce que personne ne puisse l'accuser d'arrogance. Henri savait que la richesse sans humilité perd toute valeur. Ainsi, il commença à planifier son retour au magasin, non pour humilier celui qui l'avait blessé, mais pour montrer que le respect ne s'achète pas,
Ils se conquièrent. Pendant des jours, il se consacra aux travaux des champs, avec le même zèle que d'habitude, mais la pensée ne quittait pas son esprit. Le soir, assis sous le porche, il regardait la montre arrêtée d'Élise et sentait son cœur se serrer. « Pour toi, mon amour, et pour notre petit-fils », murmurait-il. Cette promesse était désormais une mission. Le plus grand conflit dans son cœur n'était pas entre orgueil et pardon, mais entre justice et compassion. Il voulait enseigner une leçon, mais aussi maintenir la paix de l'âme. Après tout, cela ne valait pas la peine de vaincre si, pour ce faire, il devait devenir semblable à l'homme qui l'avait humilié. Une semaine plus tard, il se regarda dans le miroir. Le même chapeau, les mêmes vêtements simples. Aucun déguisement nouveau. S'il me respecte, ce sera pour qui je suis, se dit-il. Et il partit de nouveau vers la ville. L'obstacle était là, ferme. Ce n'était pas seulement le gérant arrogant, mais tout un système qui mesure le caractère au tissu d'une chemise. Henri savait qu'il affrontait quelque chose de plus grand qu'un homme. Il affrontait l'ignorance d'une société entière. Et alors que la vieille camionnette avançait sur la route, dans son regard, il n'y avait qu'une seule certitude. Il ne revenait pas pour acheter une montre. Il revenait pour récupérer quelque chose que personne ne peut enlever à un homme digne. Le respect. La porte du magasin s'ouvrit à nouveau. La même cloche sonna, cette touche délicate qui cachait, derrière l'éclat des vitrines, un univers de vanité. Les vendeuses levèrent les yeux, et le gérant, assis derrière le comptoir, haussa un sourcil de pur mépris. L'homme au chapeau de paille était revenu. Henri marchait avec le même calme, le même regard ferme, mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour silencieux. Le gérant força un sourire. « Vous cherchez les toilettes, monsieur ?» demanda-t-il avec une ironie tranchante. Deux employés rirent discrètement. Henri ne répondit pas. Il se contenta de marcher jusqu'à la table centrale où brillait la montre dorée de la vitrine. Il passa le doigt sur les bords du présentoir et parla d'un ton de voix ferme et respectueux. « Je voudrais voir ce modèle-ci. C'est pour mon petit-fils. » Le gérant soupira théâtralement et répondit « Cette montre est chère, monsieur. » Peut-être voudriez-vous voir quelque chose de plus accessible. Sa voix dégoulinait de raillerie. Henri maintint son regard, serein, et dit simplement « Je veux voir celle-ci ». La tension dans l'air était palpable. Un couple de clients, attirés par la conversation, s'approcha par curiosité. Le gérant, percevant le public, éleva le ton. « Je ne voudrais pas que vous subissiez un moment de honte en essayant d'acheter quelque chose hors de votre portée. » Des rires étouffés résonnèrent parmi les présents. Henri sentit son visage chauffer, mais maintint sa posture. La jeune vendeuse, Chloé, la même qu'il avait observée lors de la première visite, baissa la tête mal à l'aise. Elle tenta de s'approcher pour le servir, mais le gérant fit un geste rapide, la bloquant. « Laisse, Chloé, ne perds pas ton temps. » Henri respira à fond. Les souvenirs de sa mère humiliée à la boulangerie revinrent comme un éclair. Le même regard hautain, les mêmes paroles empoisonnées. C'était comme si le passé était revenu pour le mettre à l'épreuve. Le gérant se tourna vers un autre employé et dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Monsieur n'a pas compris, ici, c'est une boutique de luxe. Nous ne sommes pas au marché aux puces. » Le public, maintenant silencieux, observait avec un mélange de malaise et de curiosité. Le vieil homme semblait déplacé dans cet espace rutilant, et le gérant semblait savourer chaque seconde de cette exposition. « S'il vous plaît, je veux juste voir la montre », insista Henri, toujours tranquille. Le gérant croisa les bras. « Avez-vous une idée du prix de cet article ?» provoqua-t-il. « Je l'ai », répondit-il sèchement. « Alors montrez-moi l'argent », lança le gérant en riant, tendant la main comme on défie un mendiant. Le silence fut absolu. Même le bruit des pas des autres clients sembla s'arrêter. Henri baissa lentement son chapeau, cachant une partie de son visage, et répondit seulement « Le respect ne se paie pas ainsi, jeune homme. » Le gérant fit un pas en avant, irrité. « Ne venez pas me faire la morale. Vous dérangez les vrais clients. » Le ton n'était plus moqueur. Il était autoritaire. Il se tourna vers la sécurité et ordonna « Accompagnez monsieur vers la sortie. » Deux hommes corpulents s'approchèrent. L'un d'eux posa la main sur l'épaule d'Henri.
Mais dans ce geste de force brute, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Le vieil homme recula d'un pas, regarda directement le gérant dans les yeux et sourit. Un sourire calme, mais si assuré qu'il fit paraître l'endroit tout entier plus petit. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez faire ?» demanda-t-il. Le gérant hésita un instant, mais garda sa fierté. « Oui, j'en suis sûr. Cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. » Le public changea d'expression. Le malaise grandit. La jeune fille, Chloé, révoltée, fit un pas en avant. « Monsieur, s'il vous plaît, il veut juste acheter une montre. Je peux le servir. » Le gérant pivota vers elle, brusque. « Reste à ta place, Chloé. Ou tu iras travailler au champ avec lui. » Des rires se répandirent, blessant l'air comme des lames. Henri baissa la tête, ses doigts tremblants. Le sentiment qui l'envahissait n'était pas la colère, c'était quelque chose de plus profond, une mélancolie lourde, la tristesse de voir l'humanité glisser entre les doigts d'un homme aveuglé par son propre ego. Ces rires le traversèrent, mais en même temps, ravivèrent en lui une flamme ancienne. Il leva les yeux et d'une voix grave et posée, dit « Vous savez ce qui est curieux, jeune homme? J'ai vu beaucoup d'hommes pauvres feindre d'être riches. Mais c'est la première fois que je vois un homme riche se comporter de manière aussi pauvre. » La salle se figea. Le gérant resta sans réaction pendant quelques secondes, et même les gardes hésitèrent. Personne n'osa parler. Henri se tourna, marcha jusqu'à la porte et, avant de sortir, s'arrêta un instant. « Je reviendrai », annonça-t-il avec sérénité. « Mais quand je reviendrai, c'est vous qui aurez besoin de patience. » Et il sortit. La cloche sonna une fois de plus, brève, rauque, solitaire. Dehors, le ciel était nuageux. Henri marcha doucement le long du trottoir, écoutant les rires qui provenaient de l'intérieur. Chaque pas était un poids sur l'âme, un rappel que le monde n'avait pas encore appris à reconnaître la valeur des personnes sans étiquette. Il regarda vers le ciel, vit les nuages lourds et murmura « Élise, tu avais raison, le monde continue de mal juger. » À l'intérieur du magasin, le gérant riait encore, tentait de masquer le malaise, mais l'atmosphère avait changé. Chloé resta immobile, regardant la porte. Il y avait quelque chose dans le comportement de cet homme qui était resté, une dignité qui, même humiliée, ne se courbait pas. Alors qu'Henri traversait la rue, le bruit de son propre cœur semblait crier en lui. Ce n'était pas seulement une offense, c'était une plaie ouverte dans tout ce qu'il croyait juste. Il sentait avoir été repoussé dans le temps, jusqu'au petit garçon qui vit sa mère rejetée, parce qu'elle paraissait pauvre. Et, comme à cette époque, il jura de nouveau. Personne ne le piétinerait sur ce sol 2 fois. L'humiliation le brûlait de l'intérieur, mais elle le forgeait aussi. Le vieux vigneron savait, le monde l'avait mis à l'épreuve, et la réponse allait venir. Lorsqu'il arriva à la camionnette, Henri ferma les yeux un instant. Le son des rires résonnait encore dans son esprit. Il passa la main sur son visage et sentit le poids de l'âge, mais aussi la force que le temps lui avait donnée. Ce gérant n'avait aucune idée de qui il avait insulté. Il mit le contact, mais avant de partir, il resta à regarder le magasin dans le rétroviseur. Les lumières froides, les visages vaniteux, l'éclat des bijoux. Tout semblait vide maintenant, artificiel. Alors qu'il observait, les souvenirs le rattrapèrent une fois de plus. Sa mère pleurant, Élise souriant, Hugo attendant. Il sentit quelque chose s'aligner en lui. Les larmes venaient, mais il les retint. Ce ne seraient pas des larmes de défaite, mais de détermination. L'humiliation se transformait lentement en carburant. À cet instant, entre le ronflement de la camionnette et le goût amer de l'injustice, Henri décida, il allait revenir. Et quand il reviendrait, ce ne serait pas seulement comme un client, ce serait comme un miroir, pour montrer au monde le reflet exact de ce qu'ils appellent la valeur. Il conduisit sur la route qui le ramenait au domaine, le vent battant son visage, l'âme silencieuse. Les paroles du gérant continuaient de résonner. « Ici, ce n'est pas pour les pauvres comme vous », il les répéta à voix basse, comme quelqu'un qui grave une promesse. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait, c'était un but. Et ce fut là, entre un soupir et le son lointain d'un tonnerre, que quelque chose en lui s'alluma.
Un plan commençait à naître, pas de vengeance, mais de justice. Il ne connaissait pas encore les détails, mais il savait une chose, le gérant allait découvrir la véritable signification de la richesse. Le vieux fermier sourit légèrement, appuya sur l'accélérateur et partit, emportant avec lui la mémoire de l'humiliation et la certitude que la prochaine fois, personne ne rirait. Profitez de ce moment et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Vraiment, je les lis tous et je réponds avec affection à ceux qui partagent un petit morceau de leur histoire. 2 jours passèrent. Le ciel au-dessus du domaine se leva limpide et Henri était déjà debout avant le soleil. Il s'assit à la table en chêne massif, la tasse de café refroidissant entre ses mains. À côté, une serviette en cuir marron, de celles anciennes marquées par le temps. À l'intérieur, des documents, des contrats et des actes notariés. Le passé entier condensé dans des papiers que le temps n'avait pas réussi à effacer. Henri parcourut la signature sur l'un des documents. Là se trouvait son nom en tant que fournisseur principal de vin et champagne d'exception pour l'une des chaînes de haute couture et de luxe les plus chères du pays. Celle-là même qui maintenait un partenariat commercial avec la boutique qui l'avait humilié. Le destin, parfois, organise les pièces avec une précision presque poétique. Il prit le téléphone et appela son avocat. « Marc, j'ai besoin que tu viennes ici aujourd'hui. » À l'autre bout du fil, la voix répondit avec promptitude « Affaire urgente ». Henri respira à fond. Cela concerne le respect. Des heures plus tard, les 2 hommes se retrouvaient sous le porche du château. L'avocat le connaissait bien et savait qu'Henri n'était pas homme à agir par impulsion. Il écouta attentivement pendant qu'il racontait ce qui s'était passé. Aucun détail omis, aucune émotion forcée, seulement la vérité, nue et cruelle. Marc se gratta le menton. « Henri, ce magasin appartient à un réseau international. Tu fais partie du groupe d'investisseurs qui leur fournit les produits pour leur gala. Si tu veux, nous pouvons formaliser une plainte interne. » Henri nia de la tête. « Je ne veux nuire à personne, je veux qu'ils apprennent. » L'avocat resta silencieux un instant puis sourit. « Alors nous ferons cela à ta manière. » Dans les jours qui suivirent, Henri fit quelque chose d'inhabituel. Il fixa un rendez-vous avec les représentants de la marque, feignant d'être intéressé par l'ouverture d'une nouvelle franchise dans sa ville. La proposition semblait trop lucrative pour être ignorée, et bientôt la réponse arriva. Le directeur régional en personne viendrait le rencontrer. Lorsque l'homme arriva, il fut impressionné par la grandeur du domaine. Le lieu était immense. Chais, vignes à perte de vue, équipements modernes, tout était impeccable. « Monsieur Dubois, vous avez dit vouloir diversifier vos investissements ?» demanda le directeur en lui serrant la main. Henri se contenta d'acquiescer. « Je veux comprendre comment fonctionne la franchise, comment vous sélectionnez le personnel, le standard de service. Il est important que le nom de la marque représente mes valeurs. » Le directeur expliqua les processus, louant les standards d'excellence et la formation rigoureuse des employés. Henri écouta en silence, jusqu'à ce qu'il demande « Et si un client simple, peut-être d'apparence modeste, entre dans l'un de ces magasins, sera-t-il traité avec le même respect qu'un homme en costume 3 pièces ?» Le directeur rit, pensant que c'était une provocation légère. « Bien sûr, monsieur. Notre marque est inclusive, nous sommes une référence en matière d'hospitalité. » Henri esquissa un léger sourire, sans ironie. C'est bon à savoir. Lorsque la réunion se termina, le vieil homme demanda une faveur. Accompagner le directeur jusqu'au magasin de la ville pour évaluer l'unité avant de décider. L'homme trouva cela étrange, mais accepta. Après tout, un investisseur potentiel de cette envergure méritait une attention totale. Le lendemain, ils arrivèrent ensemble. La même cloche de la porte sonna, mais cette fois l'atmosphère sembla retenir son souffle. Henri portait les mêmes vêtements, le même chapeau de paille. Le gérant du magasin, en le voyant, blêmit. Il tenta de masquer sa nervosité, mais sa voix lui manqua. « Vous de nouveau ?» Le directeur régional regarda le gérant. Confus. « Vous vous connaissez ?» Henri répondit, tranquille. « La dernière fois que j'étais ici, on m'a dit que cet endroit n'était pas pour les pauvres comme moi. » Le silence s'installa, lourd.
Le directeur régional fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il. Le gérant commença à bégayer. « Monsieur, il y a eu un malentendu. » Mais Henri leva la main, demandant le calme. « Laissez, il n'est pas nécessaire de se justifier maintenant. Je préfère montrer quelque chose. » Il ouvrit la serviette en cuir et sortit quelques documents. « Je suis Henri Dubois, propriétaire des domaines Sainte-Élise, fournisseur exclusif des grands crus servis lors des événements de la marque et, comme vous ne le savez peut-être pas, actionnaire de ce conglomérat. » Le visage du gérant perdit ses couleurs. Les vendeuses échangèrent des regards, incrédules. Le directeur régional resta silencieux quelques secondes, puis fixa le gérant. « Est-ce vrai ? » ?»« Oui, mais je n'avais aucune idée de qui il était, » balbutia l'homme, se ratatinant déjà de honte. Henri compléta alors, « Et même si vous l'aviez su, vous auriez dû me traiter de la même manière, car le respect ne doit pas dépendre du portefeuille de qui que ce soit. » Les paroles traversèrent la salle comme une onde de choc. Personne n'osa bouger. Le directeur régional était visiblement embarrassé. Il présenta des excuses au nom de l'entreprise, mais Henri hocha seulement la tête. « Je ne veux pas d'excuses protocolaires, je veux du changement. » Son regard serein portait quelque chose de plus fort que la colère. C'était la dignité à l'état pur. Le directeur, percevant le ton, promit des mesures. Cependant, Henri ne cherchait pas de punition. Il voulait que la leçon prenne racine, qu'elle soit retenue. Pendant que les employés se regardaient entre eux, Chloé, la jeune vendeuse, s'approcha discrètement. « Monsieur Henri, je me souviens de vous. Je suis tellement désolé pour ce qui est arrivé. » Il sourit avec gentillesse. « Tu n'y es pour rien, jeune fille. Ton empathie te distingue des autres. Continue ainsi. » Le directeur régional observait chaque échange, admiratif devant la sérénité de cet homme. À la fin de la conversation, il proposa qu'Henri devienne un investisseur officiel de la marque dans toute la région. « La présence de quelqu'un comme vous pourrait redéfinir notre image. » Henri répondit avec calme « Je peux aider, mais pas avec de la publicité. Je préfère investir dans la formation. Je veux que chaque employé apprenne à voir l'être humain derrière l'apparence. » Le directeur resta muet quelques secondes, puis lui tendit la main. « Marché conclu, monsieur Dubois. » Henri la serra avec un léger sourire. Il savait qu'il n'y avait pas de vengeance ici. Il y avait transformation. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit Élise à ses côtés, comme un vent doux qui lui touchait l'épaule. Le gérant, le visage baigné de sueur, tenta de balbutier de nouvelles excuses, mais Henri le regarda seulement avec sérénité. « Je ne garde pas rancune, mon garçon. Ce que je garde, c'est la mémoire. Veille à ne pas répéter les erreurs qui t'ont mené ici. » Il sortit lentement du magasin, le son de la cloche résonnant de nouveau. Mais maintenant, chaque tintement semblait libérer quelque chose en lui. Le vent de la rue frappa son visage et le soleil brilla haut. Le tournant avait commencé et tous ceux qui avaient été témoins de ce moment savaient qu'ils n'oublieraient jamais. Henri retourna au domaine en cette même fin d'après-midi. Il s'assit sous le porche, regardant l'horizon doré de la campagne. Il y avait un silence différent dans l'air, ce genre de silence qui arrive quand quelque chose de profond change de place dans le cœur. Le téléphone sonna. C'était le directeur régional, remerciant à nouveau et confirmant le remplacement officiel du gérant. Henri remercia, mais demanda une dernière chose. « Ne le licenciez pas encore. Je veux lui parler demain. » La demande fut exaucée. Le lendemain, le même gérant apparut au domaine, nerveux, sans savoir à quoi s'attendre. Henri le reçut avec du café et du pain de campagne, aussi simplement que le premier jour où il avait mis les pieds dans le magasin. L'homme savait à peine quoi dire. « Monsieur Dubois, j'ai perdu la tête. J'ai été inconséquent. » Henri le regarda et répondit. « Tu apprends maintenant ce que fait le pouvoir quand il n'a pas d'humilité. Je ne veux pas ta défaite. Je veux ta conscience. » L'homme baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai jamais pensé qu'un simple geste pourrait marquer autant quelqu'un. Henri posa la main sur la table. Geste simple. Traiter quelqu'un comme inférieur n'est jamais un geste simple. C'est un choix. Et chaque choix entraîne une conséquence. L'ex-gérant pleurait, épuisé. Henri se leva, lui tendit la main et conclut. Tout le monde fait des erreurs. L'important est ce que nous faisons après. Va,
Profite de cette nouvelle chance et n'oublie pas, le respect est le seul luxe qui ne se démode jamais. » L'homme sortit en silence, et Henri l'observa partir, sentant le poids de la paix s'installer. Le cycle était complet. Peut-être y avait-il encore beaucoup à changer dans le monde, mais dans ce petit coin de vie, la justice fleurissait déjà. Le lendemain matin de la conversation au domaine, la ville bruissait de rumeurs. L'histoire courait vite, traversant les marchés, les boulangeries et les coins de rue. L'homme que le gérant a humilié était millionnaire. Certains n'y croyaient pas, d'autres feignaient la surprise. Et il y avait même ceux qui disaient avoir été dans le magasin au moment de la révélation. La vérité était que personne ne parvenait à comprendre comment ce monsieur au chapeau de paille, au parler doux et au regard fatigué, pouvait être le même homme qui soutenait la moitié de l'économie locale avec ses vignobles, ses exportations et ses emplois. Tandis que les potins grandissaient, Henri suivait sa routine avec simplicité. Il nourrissait le bétail, discutait avec les employés, supervisait les vendanges. Mais il y avait un climat différent dans l'air, quelque chose de plus léger, presque festif. Il n'avait pas cherché la célébrité, mais son attitude avait touché les cœurs. Ouvriers, commerçants et même étudiants commentaient la leçon d'humilité qu'il avait donnée au gérant. C'était comme si, soudainement, tout le monde regardait autour de soi et comprenait que derrière des vêtements simples pouvaient exister de grandes histoires. Henri, cependant, ne se laissait pas emporter par les éloges. Au fond, il voulait juste tenir la promesse qui l'avait amené en ville, acheter la montre pour Hugo. Maintenant, ce simple désir semblait gagner un nouveau sens. Ce n'était pas seulement la montre, c'était le symbole de la persévérance, de la foi et de la dignité qui ne se vend pas. Chloé, la jeune vendeuse du magasin, avait été réintégrée par le directeur régional comme nouvelle responsable par intérim. Lorsqu'elle reçut la nouvelle, elle courut téléphoner à Monsieur Dubois, l'invitant à retourner au magasin. « Monsieur Henri, voulez-vous choisir la montre personnellement ? Ce serait un honneur de pouvoir vous servir. » Il sourit à l'autre bout du fil. « J'accepte, ma fille, mais je veux venir comme toujours, le même chapeau, les mêmes bottes, qu'on me reconnaisse ainsi. » Cet après-midi-là, le vigneron descendit de la camionnette et marcha le long du trottoir animé. Le reflet des vitrines exhibait l'éclat des grandes marques, mais lui ne voyait que des personnes, des gens pressés, distraits, beaucoup d'entre eux prisonniers de l'apparence. Il s'arrêta devant la boutique, ajusta son chapeau et entra. La cloche sonna, et tous se retournèrent. Le même décor, mais l'atmosphère était tout autre. Chloé le reçut avec un sourire sincère. « Bon après-midi, monsieur Dubois. » Il répondit « Bon après-midi, jeune fille. Aujourd'hui, je suis venu tenir une promesse. » Le gérant précédent, maintenant rétrogradé et servant d'auxiliaire temporaire, observait de loin, tête basse. Le silence de l'homme en disait déjà assez. Chloé alla à la vitrine et apporta la montre dorée, la même qui avait été refusée à Henri auparavant. « Celle-ci » demanda-t-elle. Il acquiesça. Ses doigts touchèrent la pièce avec soin, comme s'ils touchaient un souvenir vivant. La lumière jouait sur le métal, reflétant des images ténues d'Élise souriante. « Elle aurait aimé celle-là » murmura-t-il. Tandis qu'il observait la montre au poignet, il sentit quelque chose en lui se détendre. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la gratitude. L'humiliation s'était transformée en leçon, et l'objet portait désormais des significations qui allaient au-delà de la valeur matérielle. Il paya le montant intégral, en espèces, non par ostentation, mais par symbolisme. Chaque billet représentait un morceau de la vie qu'il avait construite à la sueur de son front. Les clients observèrent en silence, presque révérencieux. L'un d'eux murmura « C'est cet homme de l'histoire ». Un autre répondit, dans un murmure admiratif « Et regarde comme il porte tout cela avec élégance ». Quand il eut terminé, Henri regarda l'ex-gérant. L'homme n'avait pas encore eu le courage de s'approcher. Henri l'appela d'un simple geste. « Venez ici ». Il obéit, hésitant. « Vous m'avez déjà présenté des excuses au domaine, et j'ai accepté. Mais je veux que vous écoutiez ceci devant tout le monde. » La salle resta suspendue dans le silence. La vraie richesse réside dans la façon dont nous traitons les autres. Le respect ne coûte rien, mais vaut plus que l'or. Les paroles flottèrent dans l'air, et le public, ému,
commença à applaudir discrètement. Henri ne cherchait pas d'applaudissements, mais ce son doux résonnait comme une bénédiction, non pour lui, mais pour le message qu'il laissait. L'ex-gérant, ému, enleva son badge et le tendit. « Vous avez raison, j'ai oublié les bases de l'humanité. » Henri lui serra la main. « Ne jette pas le badge, utilise-le comme un rappel. Chaque fois que tu le regarderas, souviens-toi d'être meilleur. » Le directeur régional, touché par la scène, s'approcha et parla. « Monsieur Dubois, je vous permets d'ouvrir autant de magasins que vous le souhaitez. La marque a besoin d'hommes comme vous. » Henri sourit, avec cette sérénité ancienne. « Je ne veux pas de magasins. Je veux des écoles de valeur, de respect. Enseignez cela et le profit viendra tout seul. » À la sortie, la lumière de l'après-midi tombait sur son visage. Chaque pas semblait plus léger. La rue entière l'accompagnait du regard. Certains en silence, d'autres filmant discrètement. Henri ne s'en souciait pas. L'instant le plus important avait déjà eu lieu. Le moment où la vérité s'était imposée sur le préjugé. Dans la voiture, avant de mettre le contact, il ouvrit la petite boîte de la montre et observa l'éclat doré. « Hugo va adorer », pensa-t-il. Mais ce que Hugo gagnerait réellement serait bien plus qu'une montre. Il gagnerait une histoire, un souvenir pour toute la vie sur la valeur du respect. Alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui, le ciel commença à s'oranger. Le son du moteur se mêlait au vent et à la mémoire d'Élise. D'une certaine manière, il savait qu'elle était là. Peut-être dans l'éclat de l'horizon, peut-être dans le calme qu'il ressentait. En arrivant au domaine, le petit Hugo courut à sa rencontre. « Papy, tu as été long !» Henri rit et enleva son chapeau. « Je choisissais ton cadeau, mon garçon. » Il ouvrit la boîte et montra la montre. Les yeux du petit-fils brillèrent. « Elle est magnifique, comme celle que mamie portait. » Henri serra son petit-fils dans une longue étreinte. « Elle serait heureuse de te voir la porter. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose, Hugo. Les gens ne se mesurent pas à ce qu'ils portent, mais à ce qu'ils font. » Le gamin hocha la tête, avec l'innocence de qui écoute une vérité qui marquera son avenir. Plus tard, alors que le soleil descendait à l'horizon, Henri s'assit sous le porche avec son petit-fils. Hugo observait la montre à son poignet. Enchanté. « Papy, le temps ne s'arrête jamais ?» Henri sourit. « Non, mon fils. Le temps est ce qui nous enseigne. Et aujourd'hui, il m'a enseigné une fois de plus. » À cet instant, tout s'emboîta. L'humiliation, la douleur, le tournant, tout conduisait là, à l'apprentissage qui débordait de l'âme vers le monde. Henri comprit que vaincre n'était pas écraser l'autre, mais rester intègre quand le monde tente de te diminuer. La brise légère du soir souffla, et la cloche lointaine de l'église sonna 6 coups. Le son voyagea à travers les champs et les rangs de vignes, se mêlant à la respiration sereine de l'homme qui avait retrouvé la paix. Et alors que le soleil disparaissait complètement, Henri serra fermement le poignet de son petit-fils et dit « Promets-moi que tu ne te moqueras jamais de personne. » Hugo répondit « Je promets, papy. Alors cette montre est à toi. Chaque fois que tu la regarderas, souviens-toi de ça. » L'enfant l'étreignit avec force. Et dans cet échange silencieux, le vieil homme sentit qu'Élise souriait quelque part dans l'infini. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans la ville et devint un exemple. Des journalistes voulurent interviewer Henri, mais il refusa. « Je n'ai pas besoin de faire les gros titres. J'ai juste besoin d'être rappelé de la bonne manière. » Il préféra continuer à s'occuper de sa terre, visiter ses voisins et aider les écoles rurales. Chloé fut confirmée comme gérante et mit en place une nouvelle formation pour tous les employés du réseau. Code de respect et d'empathie dans le service. Les clients sentirent la différence. Un simple geste avait changé la façon dont le magasin voyait le public. Un matin, le directeur régional appela de nouveau. « Monsieur Dubois, votre nom a inspiré beaucoup de gens. Nous voulons que vous racontiez votre histoire lors d'une rencontre d'entreprise. » Henri réfléchit quelques secondes avant de répondre « Je ne parlerai que si vous me promettez qu'à l'événement, il y aura aussi les employés de base, ceux qui nettoient, servent et rangent. Ils méritent d'entendre autant que les patrons. » Le directeur accepta.
Lors de cet événement, Henri monta sur scène avec son chapeau et ses bottes usées. Il regarda le public de cadres et de travailleurs et commença. Un homme n'est pas inférieur parce qu'il porte des vêtements simples. Mais il y a beaucoup de petites gens qui portent des costumes chers. Ce qui vous définit, c'est comment vous traitez les autres quand vous pensez que personne ne regarde. L'auditoire resta dans un silence absolu. Certains pleurèrent, d'autres baissèrent la tête. Quand il eut terminé, le public se leva pour applaudir. Henri s'inclina légèrement et sortit sans attendre les éloges. Il portait seulement le sentiment du devoir accompli. De retour au domaine, il s'assit à l'ombre du vieux chêne. Le vent soufflait, les feuilles dansaient, et le tic-tac de la montre d'Hugo résonnait à l'intérieur de la maison. Le son du temps continuait, doux, continu, éternel. Henri ferma les yeux. Il avait la nette sensation que le monde, à cet instant, était un peu plus juste. Et si un simple acte peut changer une histoire, alors la vraie richesse réside dans le fait de ne jamais oublier qui l'on est. Les jours passèrent, et l'histoire d'Henri prit des proportions que même lui n'imaginait pas. En ville, des gens qui auparavant se croisaient, sans se saluer, se regardaient maintenant avec plus de gentillesse. C'était comme si l'enseignement silencieux du vigneron avait planté une graine collective, chacun repensant à ses propres jugements, ses paroles, ses attitudes quotidiennes. Henri n'avait jamais voulu être un exemple. Pour lui, agir avec respect était aussi naturel que respirer. Mais ce qui le surprenait le plus était comment quelque chose de simple, une réponse calme face à l'humiliation, pouvait provoquer autant de réflexion. Sur la place, un commerçant qui traitait auparavant les clients modestes avec froideur commença à les saluer avec un sourire sincère. La vendeuse de la boulangerie qui, une fois, avait ignoré un ouvrier taché de terre, lui offrait maintenant du pain frais et demandait comment s'était passée sa journée. La leçon se répandait comme le vent, invisible mais présente. Le fermier observait tout à distance, sans s'immiscer. Dans son cœur, il n'y avait que de la tranquillité. Il regardait son petit-fils jouer dans la cour, la montre dorée brillant à son petit poignet. « Le temps est ce qui enseigne », répétait-il mentalement, écoutant le son rythmé des aiguilles mêlé au rire innocent d'Hugo. C'était comme si chaque seconde ici lui rappelait que le bien trouve toujours un moyen de revenir. Un après-midi, il reçut une lettre écrite à la main. L'écriture tremblante trahissait l'émotion. C'était de l'ex-gérant. Elle disait ceci. « Monsieur Dubois, je ne trouve pas les mots pour vous remercier de cette seconde chance. Aujourd'hui, je travaille ailleurs avec un cœur différent. Je comprends maintenant à quel point les apparences aveuglent et à quel point l'humilité libère. J'ai appris à mes enfants à ne jamais sous-estimer personne. Et chaque fois que je fais une erreur, je me souviens de vos paroles. Le respect ne coûte rien, mais vaut plus que l'or. Merci de ne pas m'avoir détruit quand vous le pouviez. Vous m'avez sauvé. » Henri rangea la lettre dans le tiroir le plus haut du bureau, sans l'exhiber. Il n'avait besoin de la montrer à personne. La transformation de cet homme était déjà suffisante. Il ressentit une fierté sereine, non pour ce qu'il avait conquis, mais pour l'amour qu'il avait laissé comme sillage. Ce même jour, Chloé vint lui rendre visite. Elle s'assit avec lui sous le porche, apportant un cadeau enveloppé dans un tissu simple. « Monsieur Henri, depuis ce jour, j'ai beaucoup pensé à comment rendre ce que j'ai appris. Alors j'ai demandé l'autorisation et j'ai fait confectionner ceci. » Il ouvrit l'emballage et trouva une petite plaque de bois gravée de lettres dorées. « Ici, c'est un endroit pour tous. » Henri resta silencieux quelques secondes, le regard humide. « C'est ce qui devrait être écrit sur chaque porte de ce monde, ma fille. » Chloé sourit. Elle est à l'entrée du magasin maintenant. Les clients s'arrêtent pour lire et beaucoup disent qu'ils ne regarderont plus jamais les autres de la même façon. Le vieil homme regarda l'horizon cuivré, le soleil se couchant derrière les vignes. Alors, cela en valait la peine. Elle acquiesça. Oui, cela en valait la peine, monsieur, et ce n'était pas seulement pour eux. Moi aussi, j'ai appris. Parfois, on juge sans s'en rendre compte. Nous pensons que discerner qui peut et qui ne peut pas est une compétence, mais en vérité, c'est de la cécité. Henri posa ses mains sur ses genoux, respira à fond et déclara « La vie ne met pas à l'épreuve l'humilité de ceux qui n'en ont pas. Elle met à l'épreuve justement ceux qui ont besoin de se souvenir de la garder. »
Chloé prit congé émue, et quand elle partit, il retourna sous le porche. La campagne était silencieuse, les lucioles allumaient les premières lumières de la nuit. De l'intérieur, il entendait le son familier de la montre d'Hugo marquant le temps. Chaque tic-tac était un rappel que le respect, quand il est semé, fleurit dans le cœur des gens de manière que l'argent ne pourrait jamais acheter. Henri sourit seul. La vie, pensait-il, avait le don de rendre dans la même mesure l'amour et la dignité que nous y mettons. Et cette nuit-là, avant de s'endormir, il fit une prière simple. « Seigneur, que mon petit-fils grandisse en sachant que la grandeur réside dans le fait d'être bon. » Des mois passèrent, et l'impact de l'histoire continua de se répandre. Les journaux locaux et les émissions de radio racontaient avec fierté l'histoire du vigneron qui a enseigné l'humilité à une ville entière. Mais dans le cœur d'Henri, tout continuait calme. Il se réveillait toujours tôt, s'occupait du domaine, partageait le café avec les employés et écoutait le chant des oiseaux avec la même tendresse que toujours. Un samedi, il fut invité à participer à une foire de producteurs locaux. Il accepta, emmenant Hugo par la main. Là, il retrouva de vieilles connaissances. Certains qui depuis longtemps le regardaient avec dédain, maintenant lui tapotèrent l'épaule, sincèrement repentis. Il n'y avait pas de ressentiment chez Henri, seulement de la compréhension. Il savait que tout s'apprenait, chacun à son rythme. À la fin de l'événement, on l'appela sur scène. Il voulait qu'il dise quelques mots. Henri hésita, mais y alla. Face au public, il enleva son chapeau et parla avec sérénité. « Pendant longtemps, j'ai pensé que vaincre signifiait avoir plus de terre, plus de bétail, plus de conquêtes. Aujourd'hui, je comprends que la vraie victoire réside dans le fait de regarder l'autre sans mesurer sa valeur. Aucune richesse ne peut compenser la pauvreté d'esprit. Et celui qui apprend à respecter son prochain ne perd jamais, même quand le monde semble injuste. » Un silence respectueux s'empara du lieu. Il y avait là des fermiers, des commerçants, des jeunes et des personnes âgées, tous les yeux humides. Henri continua. « Je ne suis différent de personne. J'ai juste vécu assez pour comprendre que le temps enseigne, et que juger, c'est gaspiller des minutes qui pourraient être utilisées pour accueillir. Que chacun ici emporte de ce lieu la leçon que la vie m'a donnée. Le bien est le seul héritage qui ne s'use jamais. » Quand il descendit de scène, Hugo courut et l'embrassa à la taille. « Papy, tout le monde est resté silencieux à t'écouter. » Henri rit doucement. « C'est que le silence, mon petit-fils. Apprends aussi. » Dans les mois qui suivirent, la ville devint une référence dans les campagnes de sensibilisation contre les préjugés. Les écoles racontaient l'histoire d'Henri, et la devise « Ici, c'est un endroit pour tous » devint un symbole de respect communautaire. Le fermier, pourtant, continuait d'être le même homme simple, en chaussures confortables et chapeau de paille, heureux de voir le monde tourner plus léger autour de lui. Par un après-midi tranquille, assis à l'ombre du vieux chêne, il tenait la montre d'Élise et la nouvelle, celle d'Hugo côte à côte. Le temps avait cousu les pans de la vie d'une manière juste. Et là, au milieu du bruit des vents de la campagne, Henri sourit, sachant que l'héritage laissé ne tenait ni dans des coffres ni dans des contrats. Il était gravé dans les cœurs qui avaient appris, avec lui, la valeur de voir l'être humain avant l'apparence. Si cette histoire a touché votre cœur, respirez profondément un instant et pensez à combien de fois vous avez déjà jugé quelqu'un sur l'apparence. Combien de fois êtes-vous passé devant une personne simple, peut-être avec des vêtements usés, sans même imaginer la grandeur qui peut habiter derrière un sourire timide ou un silence respectueux? Henri nous a rappelé que la vraie valeur ne brille pas dans l'or ni ne se mesure en chiffres. Elle vit dans les gestes, dans les paroles gentilles et dans la façon dont nous regardons l'autre. Si aujourd'hui ce message vous a fait réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Le respect est ma plus grande richesse ». Écrivez cette phrase comme un rappel, comme un engagement envers vous-même et envers le monde. Car lorsque nous répandons le respect, le monde nous rend de l'amour. Et plus que cela, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Cela peut être un ami qui se sent invisible, un collègue qui a perdu foi en les gens, ou même cette personne qui, sans s'en rendre compte, porte l'habitude de juger les autres.
Montrez-lui qu'il est encore temps de changer, d'apprendre, de voir au-delà des apparences. Chaque fois que vous partagez une histoire comme celle-ci, une nouvelle graine est plantée. Et peut-être, qui sait, cette graine fleurira exactement dans le cœur qui en a le plus besoin. Profitez-en aussi pour raconter ici, dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà été jugé pour ce que vous portiez ou pour ce dont vous aviez l'air? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes, peut donner de la force à ceux qui aujourd'hui se sentent dévalorisés. Parfois, il suffit d'une parole d'empathie pour rallumer la lumière sur le chemin de quelqu'un. Cette chaîne existe pour cela. Raconter des histoires qui touchent, qui éveillent le meilleur en nous, qui rappellent qu'il y a encore de l'humanité dans le monde. En vous abonnant, vous ne suivez pas seulement des vidéos. Vous faites partie d'une communauté qui croit en la bonté, en la justice et en la force de la vérité. Alors, si cette histoire vous a ému, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et avant de partir, souvenez-vous, le temps passe, les apparences trompent, mais le respect, lui, ne se démode jamais. Écrivez dans les commentaires, ne jugez jamais un livre à sa couverture, et que chaque parole dite ici aujourd'hui porte plus de lumière, de compassion et d'humilité partout où ce message arrivera.